Bonjour à tous. Merci d'être venus écouter cette présentation. L'idée, c'est de vous parler d'une approche que j'ai mis en œuvre sur plusieurs projets et qui permet en fait de faire une étude de marché quand on a une start-up et qu'on n'a pas beaucoup de... Alors je pense que vous avez tous comme moi vécu ce moment-là où ça fait quand même 15 jours que vous discutez avec un banquier, avec un investisseur, avec un client potentiel de votre idée et qui trouve ça particulièrement génial comme vous. Et puis arrive ce moment où arrive ce moment où vous vous dites maintenant il serait bien qu'il me passe une commande ou il serait bien qu'il me prête un peu d'argent. Et là vous avez dû arriver sur cette belle réaction qui fait que votre idée qui était géniale et à laquelle tout le monde croyait devient un grand point d'interrogation. On vous dit ouais non c'est bien mais en fait c'est quoi le marché, en fait tu es sûr de ton prix de vente, en fait tu es sûr qu'il y a des clients et ainsi de suite. Et là en fait on passe de ce qu'on pensait être, enfin de ce qu'on était une hypothèse qu'on partageait nous sur l'intérêt de notre produit à la nécessité de devoir justifier tout ce qu'on a en tête. Et donc vient la question de faire une étude de marché. Et souvent votre investisseur vous dit ce serait bien que tu fasses une étude de marché. Alors l'étude de marché c'est quand même un truc qui vaut cher et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer. Et bien sûr si c'est payer 2500 balles d'étude de marché minimum pour finalement découvrir que le produit ne marche pas et pas avoir ce que vous attendiez, c'est pas top. Donc il faut essayer de faire ça pour beaucoup moins cher. Et donc c'est l'idée de ma présentation. Alors cette présentation en fait elle consiste à se dire que pour aller vérifier tout ce que je viens de dire, pour prouver qu'il y a un marché, en fait il faut qu'on aille vérifier des hypothèses. Et donc c'est des hypothèses qu'on a fait de façon un peu intuitive quand on a eu l'idée de notre produit, de se dire je pense que il y a tel problème qui existe, je pense que ma solution résout ce problème-là, et puis je pense que ma solution, elle apporte un petit plus sur le marché pour cette raison-là. Et donc, l'idée, c'est d'aller vérifier ces hypothèses pour prouver qu'il y a un marché, pour prouver qu'il y a des clients, pour prouver qu'on a un prix de vente qui est correct, et ainsi de suite. Alors, pour la session d'aujourd'hui, je vais vous proposer qu'on regarde 3 hypothèses qui sont hyper génériques, mais on va voir comment on peut répondre à ces hypothèses-là. La première, c'est de se dire, quand j'ai étudié mon marché, j'ai étudié une peine qui existe vraiment. Donc il y a vraiment des gens qui partagent ce problème auquel j'ai pensé. La deuxième, c'est de dire que face à ce problème-là, j'ai trouvé une solution qui est acceptée par les gens qui ont la peine. Donc j'ai un problème et ma solution résout ce problème et en plus des gens partagent cette idée-là. Et puis la troisième hypothèse, c'est que je peux vendre ma solution à un prix qui est suffisant pour arriver à me faire vivre. Voilà, bon. Grosso modo, normalement, à peu près n'importe quel produit, n'importe quel projet, on peut le rentrer dans ces 3 hypothèses pour démarrer. Après, on rentrera plus, chacun rentrera dans le détail de son hypothèse, mais là, on va faire générique. Alors, la première, c'est de se dire, donc en effet, j'ai identifié une peine qui est significative et qui fait que les gens seront à même d'acheter mon produit plus tard. Alors, une façon toute simple de répondre à cette question-là, c'est de faire des sondages. On va interroger les gens dans la rue en leur disant, voilà, j'ai identifié un problème, est-ce que vous aussi vous avez ce problème-là et est-ce que vous le partagez? Alors pour faire des sondages, il y a plusieurs façons de faire. Une façon un peu start-up, c'est de dire, je vais utiliser mes amis et leur poser la question. Bon, c'est un peu biaisé, parce que comme c'est vos amis, ils vont être gentils, ils vont vous dire qu'ils ont le même problème que vous, mais pas forcément. Vous pouvez aller dans la rue. L'avantage dans la rue, c'est que ça ne vous coûte pas grand-chose, vous descendez, vous posez des questions aux gens, ça vous coûte juste du temps. Voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas hyper représentatif non plus, parce que si vous avez place de Jaude, vous verrez que des Clermontois de la place de Jaude. Voilà. Si vous y allez en journée, quand tout le monde bosse, il y a des chances que vous voyez que des retraités et des enfants. Et puis si vous y allez le samedi après-midi, vous allez juste être un peu blindé avec du monde autour. Donc ça, c'est la méthode qu'on peut utiliser facilement. L'autre méthode beaucoup plus classique, c'est d'utiliser un institut de sondage. Donc là, vous pouvez, il y en a plein qui sont en ligne, ou sinon vous avez des pros qui font ça. C'est pas mal, mais par contre ça coûte juste un bras, voire les deux. Et quand vous êtes start-upper, en général, vous n'avez pas les moyens de faire ce système-là. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous présenter le troisième, et c'est les outils Google, qui sont super intéressants pour ça. Donc derrière Google Insight, il y a 2 moyens différents de faire des sondages et d'avoir des informations à très bas coût. Donc c'est celle que j'ai utilisée moi-même et que je voulais vous présenter. Donc la première, c'est Google Trends. Google Trends, c'est un outil qui est complètement gratuit, qui vous permet en fait d'avoir une idée de l'évolution des recherches sur des mots-clés sur Internet, sur le moteur de recherche Google. Donc ça vous permet de relever des tendances sur les 5 dernières années. Donc là, c'était une recherche sur le marché de l'alarme, parce que c'est un des domaines dans lequel j'ai un produit
sur lequel j'ai appliqué cette méthodologie. Et donc on voit que voilà, la recherche des mots-clés autour des systèmes d'alarme a augmenté de 66% en 5 ans. Voilà. Donc ça, c'est le mot-clé que moi je vais retenir. Je vous rappelle que le but dans tout ça, c'est quand même de faire une présentation à un distributeur, à un investisseur, pour le convaincre que le produit est bon. Donc quand je dis ça, je veux dire, on choisit les bons mots-clés pour avoir la bonne croissance, quoi. On n'est pas bête, ça sert à rien d'avoir un truc qui est flat. Mais en général, on arrive bien à trouver des trucs qui sont en croissance si notre domaine tient un peu la route. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un chiffre qui est gratuit et qui est quand même assez significatif de dire que sur les 5 dernières années, il y a eu une évolution importante de l'intérêt du consommateur pour les mots-clés qui nous intéressent. Donc ça, c'est une première étape, mais ce n'est pas vraiment du sondage. Ça donne une idée. La deuxième, c'est d'utiliser Customer Survey, Google Customer Survey, donc qui fait partie aussi de Google Insight, et qui là va permettre vraiment de faire du sondage. Et c'est du sondage low cost, puisque en fait, on va pouvoir poser une question pour 10 centimes d'euros. Donc voilà, si vous voulez interroger 100 personnes, ça vous coûte 10 euros. Vous ne bougez pas de chez vous et vous avez le résultat. C'est un peu long, c'est environ 24 heures, mais finalement, c'est raisonnable. Voilà, vous pouvez interroger 200 personnes, 300 personnes, c'est à vous de décider en fonction du budget que vous avez envie d'allouer. Alors comment ça marche, Google Insight? On va commencer par choisir la population qui nous intéresse. Donc on peut éventuellement faire une recherche en ciblant une catégorie d'âge. Ça évite d'interroger tout et n'importe qui. On peut choisir si on veut des hommes ou des femmes ou les deux. Et puis on peut choisir le pays puisqu'on peut faire des sondages dans le monde entier. Alors normalement on pourrait descendre en dessous du niveau France, mais c'est pas très significatif derrière. Voilà, il n'y a pas assez de monde et ça marche pas bien. Donc en général on va quand même rester au niveau France. Mais on peut jouer sur ces différents critères. Ensuite on va créer des questions associées à ce sondage-là. Moi mon conseil sur cet outil-là, c'est vraiment de l'utiliser avec une seule question. Enfin, vous verrez quand je vais vous montrer comment ça se présente. Il vaut mieux pas faire un sondage avec des trucs à tiroir parce que ça n'a pas marché. Mais voilà, une question simple, si possible, qui se réponde par oui ou par non, ou alors qui soit un choix simple ou un choix entre deux photos. Il faut que ce soit super rapide de répondre pour que ça marche bien. Mais bon, dans beaucoup de cas, vous pouvez arriver à rentrer dans ce critère-là. Donc ensuite, troisième étape, on va choisir le nombre de questions qu'on veut, enfin nombre de personnes qu'on veut toucher, et puis ça va nous donner le prix qu'on va payer. Donc là, j'ai un exemple sur 200 personnes, donc on est à 15 centimes de dollars parce que c'est en cents, voilà, donc ce qui fait 30 dollars, donc grosso modo 25 euros. Et donc ensuite, on va attendre les résultats. Alors les résultats, c'est un petit peu long parce qu'ils n'ont pas une grosse diffusion, parce qu'ils mettent du temps à valider, ainsi de suite. Mais quand on dit long, voilà, c'est 24 heures, 72 heures, c'est quand même relativement efficace. Quand j'ai fait des sondages avec plus de 100 participants, genre 300, 400, 500 participants, les derniers deviennent un petit peu longs à récupérer, donc c'est un peu frustrant à savoir. Mais dès que vous avez 100 réponses, vous pouvez commencer à regarder les résultats. Donc déjà, même si la fin est un petit peu longue, au moins ça permet rapidement de voir les tendances, donc ça marche bien. Alors comment ça marche? Parce que derrière, il faut comprendre comment ça marche ce truc-là pour bien l'utiliser. En fait, le principe de Google Survey, c'est que ça va permettre à des sites, par exemple des sites de news, de financer leurs articles. C'est-à-dire que là, vous avez un exemple, vous avez un article sur Internet. Bon, ça, c'est l'exemple qui est donné, il est en anglais, mais peu importe, quand on cible la France, c'est des sites français. Donc vous êtes sur le site d'un journal, par exemple, il y a un article, vous avez le début de l'article, et pour lire la fin de l'article, eh ben, vous devez répondre à la question du sondage. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, ce n'est pas présent sur beaucoup de sites. C'est pour ça que le volume n'est pas énorme. Mais il y a quelques sites qui l'ont. Alors ça, forcément, ça va induire quelques biais dont je vais parler par la suite. Une fois qu'on a eu nos réponses, on va accéder aux résultats de notre questionnaire, donc qui se présente voilà, sous forme d'un graphe assez simple. On aura la possibilité de trier par genre, les réponses des hommes, des femmes pour comparer. On peut aussi trier par âge, et le tri géographique sur la France, il n'a pas d'intérêt. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour voir en fonction de la catégorie de personnes si elle est intéressée plus ou moins par notre solution, par exemple. Voilà. Et puis ce qui est indiqué comme résultat, ce que vous avez ici, c'est les biais. Voilà, puisqu'on n'a pas interrogé beaucoup de monde, on n'a pas forcément beaucoup de réponses, et ainsi de suite. Donc du coup, il nous donne le biais statistique qu'il peut y avoir derrière notre système. Donc avec 100 participants, forcément, le biais est important, ça c'est normal, c'est les règles de base de la statistique. Malgré tout, si on prend cet exemple-là, on voit quand même des choses qui se décrochent bien. Hein. Les gens qui ne possèdent pas de système de sécurité, dans ce cas-là, c'est plus de la moitié. Donc c'est un marché potentiel.
Et puis les gens qui ont un système d'alarme à 20 € par mois aussi, qui est quand même relativement bas par rapport aux autres. Voilà. Donc après, on va pouvoir faire de l'analyse par âge ou des choses comme ça pour voir s'il y a des changements sur cet âge-là. Donc voilà les infos qu'on peut obtenir pour une dizaine d'euros qui sont quand même relativement intéressantes. Alors se méfier des limites de tout ça, je vous disais, il y a des biais. Alors il y a la première chose dont il faut faire super gaffe, c'est la façon dont on pose les questions. Donc vous avez vu comment ça se présente. C'est quelqu'un qui est venu sur un site de news. Il voulait connaître les résultats du dernier match de foot. Et pour lire la suite, il a fallu qu'il réponde à une question. Donc en gros, votre question, elle l'emmerde, quoi, soyons très clairs. Donc il faut que la question, il y ait moins d'une seconde à y consacrer. Donc il faut déjà qu'il ait compris immédiatement la question. Et ensuite, il faut que la réponse, elle soit simple. Sinon, il va répondre n'importe quoi pour lire la suite. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait, par exemple, pour illustrer. J'avais posé une question. Êtes-vous équipé ou pensez-vous vous équiper? Voilà. Donc là, j'ai 77% de non. Voilà. Et puis, bon, ça ne m'allait pas. Donc du coup, j'ai reposé une question beaucoup plus simple. Possédez-vous quelque chose? Et là, j'ai 61% de non. Voilà. En fait, si vous regardez ces deux questions, les réponses, elles sont incohérentes. Voilà. Logiquement, si je demandais aux gens s'ils sont équipés ou pensent s'équiper, normalement, je dois avoir plus de monde que ceux qui sont juste équipés. Voilà. Et en fait, ce n'est pas le cas. Donc voilà, tout simplement parce que ma première question, elle est trop compliquée, personne ne l'a compris, et donc du coup, ils ont répondu soit au hasard, soit non de façon systématique. Donc du coup, ça biaise. La deuxième était plus simple et la réponse est beaucoup plus cohérente. Le deuxième biais, c'est l'endroit sur lequel c'est diffusé. Donc Google, il vous l'indique, il vous dit 77% sur des sites de news. Alors quand vous attaquez du site de news où il y a 10 lignes d'entête à lire et en plus après ça invite à aller plus loin, je ne vous cache pas qu'il y a 45% de la population que vous avez perdu en route. D'accord ? 10 lignes à lire sur Internet, c'est quand même super chaud, quoi. Voilà. Donc voilà, donc le persona que vous avez en face de vous quand vous utilisez ça, c'est pas tout le monde, c'est quelqu'un qui est capable de lire 15 lignes sur Internet sur un site de news. Voilà. Donc c'est une sous-catégorie de la population. Et puis bien sûr, attention, parce que quand on commence à mettre 10 balles pour faire un sondage et qu'on a 100 personnes, il faut faire attention aux données qu'on analyse. On peut avoir des biais qui sont gigantesques. Hein. Voilà. Donc là, j'avais fait un zoom sur des catégories d'âge. Donc derrière mes 100 réponses, en fait, j'en avais gardé plus qu'une quinzaine ou une vingtaine. Forcément, les biais sont énormes, donc il ne faut pas non plus tirer des conclusions avec des choses qui ont des biais qui sont trop importants. Voilà, donc attention à ça. Donc finalement, de faire ces sondages-là, ça me permet d'arriver à ce genre de graphe que je peux présenter à mon distributeur qui dit, voilà, mon marché c'est ça. Je vois que dans le marché de la surveillance, parce que là c'était le thème, c'est un marché qui intéresse surtout des gens qui ont plutôt entre 55 et plus. Voilà, c'est ma cible. Ça intéresse pas trop les gens qui sont entre 35 et 54. Enfin, il y a une nette décroissance. Et puis c'est rigolo parce que les 25-35, eux, ils ont un regain d'intérêt. Voilà, pour ce genre de choses. Donc ça permet de positionner le marché de cette façon-là et d'arriver à avoir son potentiel aussi, puisque voilà, sur cette catégorie-là, on a 50% des gens qui sont intéressés par la question et par le problème. Voilà le genre de graphe qu'on peut faire avec ça. Pardon ? Ouais, là j'ai dépensé 20 à 30 euros pour arriver à voir ça, histoire d'avoir un petit peu plus de données. Et puis surtout, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, et ça c'est le côté itératif du système, c'est que j'ai fait un premier truc sur toute la catégorie pour voir un peu comment ça se répartissait. Et puis après, les euros supplémentaires, je les ai mis pour zoomer et avoir du volume sur ces catégories-là, parce que ces chiffres-là sont ceux qui m'intéressaient le plus par rapport à l'idée que j'avais de mon marché. Donc du coup, je vais mettre 10 balles supplémentaires juste sur ces catégories pour voir comment elles se comportent. Voilà, et avoir plus de données sur celle-ci. En sachant que peut-être que là, je suis au-dessus ou en dessous, mais finalement, c'est pas ma cible. Donc du coup, ce truc me suffit. Ouais. J'ai une question, du coup, est-ce que c'est un test qui a donné lieu ensuite à une mise en marché d'un produit et qui t'a permis d'avérer ce test-là? Là, on est en train de mettre sur le marché. Mais tu vas voir après, j'ai une mise en marché virtuelle qui permet d'aller là. Donc ça, c'est la première, et puis on y arrive justement. Tu vois. Donc ça, c'était la première question, c'est est-ce qu'il y a un marché, est-ce qu'il y a une peine, et donc un marché derrière cette peine. La deuxième question qu'on se pose, la deuxième hypothèse que j'ai fait, c'est que la solution que je propose, elle répond à cette attente-là. Et donc pour ça, le meilleur moyen de répondre à cette question, c'est d'aller tester, d'essayer de vendre le produit. Voilà. Donc pour vendre le produit, moi ce que j'aime bien, c'est utiliser Facebook Ads. Parce que Facebook Ads, ça vous permet de faire de la pub avec un bouton acheter, et donc de tester une vente sur quelque chose qui n'existe pas forcément, puisque tout ça n'est que quelque chose de virtuel. Donc
L'idée sur Facebook Ads, ça va être de créer un ensemble de publicités pour présenter un produit. Donc là, c'est des publicités que j'ai utilisées pour mon produit qui s'appelle MyTP, donc un système qui protège votre résidence. Voilà. Donc pour ces publicités, il y a une première chose qui est importante, c'est d'essayer d'avoir un visuel qui ressemble à quelque chose, qui soit parlant rapidement, de façon à donner aux gens envie de cliquer, parce que sinon, ça va pas être top. Après, je suis pas non plus en train de vraiment de vendre le produit, je suis en train de faire des tests marketing, donc je vais faire le bourrin au niveau du message pour qu'il soit très clair. Donc derrière l'image du produit qui est pas trop moche, je vais mettre un gros texte qui lui est bien moche, mais qui est aussi bien clair. Par contre, ce texte, il va falloir que je fasse attention parce que Facebook, il veut que 20% de texte maximum sur l'image. Donc, je suis obligé de prendre ça en considération. Donc, un message assez simple et puis qui ne prend pas tout l'espace. Et puis, l'idée, c'est de créer des variations parce que ce qui va m'intéresser dans cette campagne de test-là, c'est de voir ce qui se passe quand je change quelque chose sur mon message. Donc, je peux tester des prix différents ou je peux tester des messages différents. Là, ce qui m'intéressait, c'était de dire, j'ai plusieurs arguments pour vendre mon produit. Le fait qu'il soit sans installation, le fait qu'il soit simple ou qu'il n'utilise pas de fil, et puis le dernier qui était qu'il fonctionne sur pile. Ça, c'est ce que j'estime être les différenciants de mon produit par rapport au marché, donc c'est ses avantages. Et donc en fait, je vais pouvoir faire grâce à ça des publicités comparatives. Je vais diffuser mes publicités avec ce message qui change et je vais voir des variations sur le taux de clic. Il y a un message qui va faire mieux cliquer que l'autre. Donc a priori, c'est un message qui sera plus accrocheur et qui correspond plus à une attente de ma clientèle. Voilà. Donc je vais pouvoir faire des tests comme ça, mais je pourrais aussi faire des variations sur le prix en mettant des prix différents pour aller tester, on verra ce que ça donne. Donc ça c'est un autre exemple, où là c'était vraiment un test de prix, hein. Donc encore une fois, une image qui permet de bien comprendre comment ça fonctionne, un message le plus clair possible, et puis un prix qui était ma variation. Alors, sur celui-là, ce que je voulais vous dire, c'est attention à votre marque. C'est-à-dire que là, clairement, ce que j'expose ici, ce n'est pas du tout mon produit final. Ça me servait juste à tester un concept et une question autour de la sécurité en mobilité. Et du coup, je ne veux surtout pas utiliser le nom de mon produit final, je ne veux surtout pas exposer ma marque, parce que potentiellement, ça peut être une publicité négative pour la suite. Donc là, il ne faut pas avoir peur. Là, j'ai investi 7 € une heure de travail, j'ai acheté un nom de domaine qui était bien parlant, boutonsos.com. Voilà. Je l'ai utilisé pendant 48 heures, hein, ce nom de domaine, juste le temps de faire cette campagne-là. J'ai créé une landing page en 1 heure avec un truc gratuit qui génère des landing pages, et puis c'est parti. Voilà. Donc ça, c'est un truc auquel je conseille, c'est quand on commence à diffuser sur Facebook ou autre, autant utiliser fausses marques. Déjà parce que quand on commence à afficher des prix qui sont, là j'ai un prix qui est relativement élevé, mais c'est pour tester les limites de mon marché, bah, ça fait une contre-publicité si j'ai des clients qui disent « Ah ouais, c'est vraiment trop cher, boutonsos.com ». Donc évitez ça. Donc une fois qu'on a fait nos pages, on va pouvoir créer notre campagne de diffusion. Grosso modo, il faut avoir en tête qu'un clic, ça va coûter à peu près 30 centimes. Pour se donner une idée. Donc quand on va, si vous voulez mesurer ce qui se passe sur une centaine de personnes, toujours pour avoir une idée de la démographie des gens qui achètent et ainsi de suite, il faudra prévoir du coup à peu près 10 €. Le premier truc quand on veut faire ça, c'est de créer une page aussi qui correspond à notre idée, à notre produit, parce que sinon la campagne de pub elle est publiée avec votre nom propre. Donc ça c'est pas terrible pour la diffusion et pour le consommateur qui va se demander pourquoi Paul Pinault il est en train de faire une publicité pour quelque chose. Donc en 5 minutes, on crée une page, même s'il n'y a rien derrière la page, de façon à ce que la publicité soit diffusée là par MyTP et non pas par Paul Pinault. Donc on va créer une page, ensuite on va passer dans Ad Manager, qui est intégré dans l'interface de Facebook. Et là, on va pouvoir choisir son objectif. Donc pour faire ça, l'objectif qu'on va retenir, c'est l'objectif qui permet de générer du trafic vers le site web, parce que ça nous permet d'avoir des call to action qui sont intéressants et qui vont nous permettre d'avoir des mesures qui vont bien. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'identifier la cible, donc savoir vers qui on va envoyer cette publicité. Et là, franchement, c'est vraiment la valeur ajoutée de Facebook. Là, c'est vraiment un truc de malade, pour ceux qui n'ont jamais utilisé. Vous pouvez aller cibler qui vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut cibler sur le genre, on peut cibler sur la localité, mais de façon hyper précise. On peut cibler sur les passions, on peut cibler sur les pages que les gens aiment, on peut cibler sur la voiture qu'ils possèdent, les sports qu'ils font, s'ils sont mariés, s'ils vont se marier, s'ils ont des enfants. Enfin, bon. Bref, on a vraiment des tas et des tas d'options de ciblage qui permettent d'aller vérifier des choses. Donc ça, c'est intéressant parce que quand on a pensé son produit, on a identifié un persona, celui qu'on pensait être la personne qui allait acheter notre produit.
Et en fait, le mieux, c'est quand même d'aller vérifier si ce persona, c'est le vrai persona. Donc on va pouvoir faire aussi de l'A/B testing en disant je fais une campagne sur une population générale, ça me donne un taux d'intérêt pour mon produit, et puis je vais cibler sur mon persona, et puis je vais voir si j'ai un meilleur taux d'intérêt ou pas. Si j'ai un taux d'intérêt qui est 10 fois plus grand, c'est que je m'étais peut-être pas trompé. Si mon taux d'intérêt est quasi le même ou légèrement au-dessus, c'est peut-être qu'en fait j'ai mal ciblé mon persona. Donc il faut que je me pose des questions après sur ce persona-là. Donc ça nous permet d'aller vraiment très très loin dans l'identification du consommateur cible. Donc une fois qu'on a fait notre ciblage, on va aussi dire où est-ce qu'on veut placer la publicité. Moi, mon conseil de mon expérience, c'est qu'il vaut mieux que la publicité elle soit dans le fil d'actualité de Facebook, que ce soit sur le Facebook desktop ou le Facebook mobile. Le petit machin en bas à droite, là, je trouve pas que ce soit super intéressant. Les gens, ils n'ont pas vraiment de raison de cliquer dessus. Et puis surtout, ça risque d'être un petit peu lent. Les fils, l'audience network, ça c'est la catastrophe, parce que là, vous tombez sur toutes les applis mobiles sponsorisées par la pub. Donc vous avez un maximum de gens qui cliquent par erreur, juste parce que le gars qui a fait l'appli, il a fait en sorte que vous cliquiez par erreur, parce que c'est comme ça qu'il mange. Donc du coup, au niveau statistique, c'est pas super intéressant. Voilà. Donc vraiment le fil, comme ça, le gars qui est sur son Facebook, il peut pas louper votre annonce. Si ça l'intéresse, il va cliquer. Si ça l'intéresse pas, il va passer. Voilà. Quand on aura défini ça, on va définir la période sur laquelle on veut tester et le budget qu'on veut y consacrer. Ce qui est très intéressant aussi avec Facebook, c'est qu'on peut arriver à faire une campagne en 1 heure. Si vous voulez des résultats de sondage en 1 heure, vous mettez une campagne sur 1 heure. Si vous ciblez une dizaine d'euros, il n'aura pas de mal à trouver les gens pour diffuser la publicité et on aura des résultats qui sont super rapides. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, en fonction du budget qu'on va mettre, à partir de 5 euros, on aura plus ou moins de clics dans ce que j'ai donné tout à l'heure. Un clic vous coûte à peu près 30 centimes. Donc ça vous donne une idée. Ensuite, on va faire notre pub. Donc on va définir le message, ainsi de suite. L'éditeur est WYSIWYG, c'est assez sympa. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le bouton d'appel à action, le petit bouton qui était en bas de ma pub. Et là, le choix est quand même très important, parce qu'il y en a 2 qui vont nous intéresser pour faire nos tests. C'est en savoir plus. Donc en savoir plus, c'est non engageant, c'est-à-dire on va avoir des gens qui vont cliquer parce que l'image leur a plu, ils ont envie d'aller plus loin, mais ça ne les engage pas à grand-chose. Et il y en a un qui est très engageant, c'est acheter. Moi, j'aime beaucoup utiliser acheter, parce que là, même si la personne, on ne va pas lui demander sa carte bleue, n'empêche que le fait qu'il y ait écrit acheter, voilà, on n'est pas dans la même démarche que juste je m'informe. Donc celui-là, il est assez intéressant. On est plutôt sur du compulsif, parce que vous êtes en train de naviguer sur Internet, vous trouvez un produit, tiens, vous avez envie de l'acheter. Mais malgré tout, voilà, ça montre un engagement fort. Donc moi, j'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, on va avoir le choix de dire à Facebook de travailler de 2 façons différentes. Soit pour votre publicité, il va pouvoir privilégier l'affichage, soit il va privilégier le clic. Alors, dans le cas qui nous intéresse, on va plutôt toujours privilégier le clic. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand on privilégie l'affichage, donc le display, en fait, Facebook, il ne va pas se poser de questions, il va essayer d'afficher le maximum de fois votre publicité en espérant récupérer des clics. Donc ça, c'est assez intéressant si vous voulez faire connaître votre marque, parce que finalement, elle va être diffusée à beaucoup plus de monde. Par contre, le taux de clic n'est pas terrible, parce que c'est diffusé un peu à n'importe qui. Donc si on met 10 euros en display, grosso modo, on va obtenir une dizaine de clics, et on se rend compte que la répartition des diffusions et des clics est assez similaire. En gros, quand je diffuse, ça clique à peu près au même niveau, et elle tient pas compte, enfin, l'âge, en fait, la pyramide de l'âge tient plutôt compte des gens qui sont à un moment donné sur Facebook. Donc globalement sur Facebook, on a surtout des jeunes en 25-34. Alors je ne ciblais pas les 18-24, c'est pour ça qu'il n'y en a pas. Mais on a plutôt du jeune en 25-34. Donc du coup, c'est affiché beaucoup au 25-34. En l'occurrence, moi, mon produit, il n'intéresse pas trop les 25-34. Donc du coup, ça clique pas terrible, quoi. Donc il y a beaucoup de displays pour pas beaucoup de clics. Ce qui fait qu'au final, le clic me coûte assez cher. Et je vous rappelle que ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder ce qui se passe derrière les clics. Donc là, ça coûte assez cher pour avoir de l'information. Pour avoir 100 clics, je suis obligé de mettre 100 euros. Donc je vais plutôt préférer le mode clic, qui lui est une optimisation par Facebook. Et là où c'est assez frustrant, mais très fort, c'est qu'en fait Facebook, lui, vous cherchez quel est votre consommateur. Vous avez mis 5 euros dans le machin, et Facebook, lui, sait déjà quel est votre consommateur. Parce que quand vous choisissez clic, il envoie la pub vers ceux qui vont cliquer. Donc quand vous choisissez optimisation par clic, ça veut dire que Facebook, il envoie directement la pub vers celui qui a le plus de chances d'être vos consommateurs. Vous le cherchez et eux, ils l'ont trouvé pour 5 euros. Voilà. Ce qui est con, c'est qu'ils ne vous disent pas en fait quels sont les critères qui font qu'il a choisi celui-là. Mais voilà, très rapidement sur ma pub, il sait que c'est plutôt les vieux qui sont intéressés, donc il diffuse sur les vieux.
et ça marche vachement bien. Donc au final, pour 10 €, au lieu d'avoir 10 clics, on a 44 clics. Donc c'est déjà beaucoup plus sympa. Ça fait beaucoup plus de données et c'est plus efficace. Voilà. Donc malheureusement, on ne sait pas comment lui il fait. Nous, c'est ce qu'on cherche, mais il y arrive bien. Et donc je vous conseille l'optimisation clic. Donc après, on va voir nos résultats. Et nos résultats, on va les avoir sous cette forme-là, le nombre de personnes qui ont cliqué, voilà, et puis le nombre de fois que ça a été affiché qui est en dessous. Alors si on regarde le truc comme ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc moi en fait la donnée que je travaille toujours, c'est le ratio du nombre de clics divisé par la portée. C'est-à-dire en fait combien il a fallu d'affichage pour que j'ai un clic. Voilà. Et moins j'ai besoin d'afficher pour avoir un clic, et plus il y a d'intérêt pour cette catégorie de la population ou pour ce message donné. Voilà. Donc c'est ce ratio-là que je vais calculer tout le temps. Si on prend l'exemple ici, on voit bien que j'ai beaucoup de clics pour pas beaucoup d'affichage versus cette catégorie-là qui a beaucoup d'affichage pour pas beaucoup de clics. Voilà. Graphiquement, ça se voit comme ça. Mais après, on peut le calculer. Donc après, on peut regarder et on peut déterminer de cette façon-là si notre client est plutôt un homme ou une femme, s'il a plutôt 65 ans et plus ou 25 ans et moins. Au niveau du taux de clic qu'on récupère, moi j'ai beaucoup de mal à interpréter la valeur du taux de clic que je récupère aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que le ciblage d'une publicité, il peut avoir un rapport de 1 à 10 sur le taux de clic. Donc ça, c'est plus vous allez cibler vers votre persona, normalement, et plus vous allez augmenter. Et là, on peut avoir un facteur 10 dans le taux de clic là-dedans. Le call to action, il a aussi une influence énorme entre acheter et s'informer. Forcément, le taux de clic va être complètement différent. Après, par secteur et par cible, on voit aussi qu'il y a des impacts qui sont importants sur le taux de clic. Alors, les chiffres que j'ai trouvés sur Internet pour essayer de se situer, c'est de dire que le taux de clic moyen, quand on est sur de la grande conso, c'est 0,07% à 0,16%. D'accord ? Donc, si on a des taux de clic faibles, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Le mieux qu'on ait ici, c'est, si je ne me trompe pas, le cinéma, où on arrive à 0,25%. Donc, on est quand même très bas. Ensuite, il y a des informations sur le coût de clic par âge. Donc aussi en fonction de le nombre de clics que vous aurez va varier en fonction du budget que vous avez mis et de l'âge de votre clientèle. Voilà, les vieux ça coûte plus cher par exemple, ça c'est bien connu. Hein. Donc sur mon produit par exemple, j'ai moins de clics, donc un taux de clic plus faible parce que globalement, voilà. Et puis un truc qui est assez intéressant, c'est que sur le mobile, en fait, on a un taux de clic qui est vachement supérieur. Donc ça, c'est intéressant. Alors, quand on a fait ça, on va voir, on a appris pas mal de choses sur notre client, mais il y a un autre truc qu'on a appris qui est hyper important. C'est combien ça nous coûte pour acquérir un client sur ce canal-là. Donc, j'ai mis 10 balles, j'ai eu 30 clics sur un bouton acheter. C'est-à-dire que pour 10 €, j'ai acquis 30 clients. Alors, ce n'est pas des vrais clients parce qu'ils n'ont pas encore rentré leur numéro de carte bleue. Donc après, derrière, sur ma landing page, je peux potentiellement leur mettre un faux module de paiement de façon à voir s'ils iraient jusqu'à saisir leur carte bleue. Même si j'ai que le choix du logo Visa, machin, ça peut être suffisant déjà pour dire est-ce que le gars il était vraiment allé prêt jusqu'au bout. Mais on va dire que si pour 10 €, j'en ai emmené 30 sur mon site web et que j'ai réussi à en convaincre 3 d'aller jusqu'au numéro de carte bleue, ça veut dire que je peux faire 3 ventes pour 10 €. C'est-à-dire que si je mets 100 €, je peux faire 30 ventes. C'est-à-dire que si je mets 1000 €, je peux faire 300 ventes. Bon, après, c'est un peu logarithmique comme truc, mais déjà, c'est une information qui est intéressante parce que souvent, on se demande comment vendre les 1000 premiers produits. Donc, potentiellement, avec ça, on peut avoir une information assez significative de ce que ça peut nous coûter. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ça. Vous vous rappelez de mon graphe de tout à l'heure. Alors tout à l'heure, c'était là je vous perds un petit peu. Tout à l'heure, mon truc qui était avec des petites montagnes, en fait, c'est ce que j'ai représenté derrière. Donc vous vous rappelez, les 25-34, ils étaient intéressés par le produit. Ensuite, il y avait un creux. Puis ensuite, à partir de 55-65, on avait ça remonté. Et donc, si je superpose ce que j'ai trouvé sur Facebook avec ce que j'avais sur Google Insights, alors forcément, j'ai fait une mise à l'échelle parce que mon échelle n'est pas la même. Mais je considère que mes 65 et plus, ils sont au même niveau, quoi. Grosso modo, c'est les plus intéressés, ça correspond. Donc, je les aligne ici. Je me rends compte que mon produit sur les 55-64 correspond pas mal. Donc, ça colle. Les 35-44, ça colle aussi parfaitement. Donc, je retrouvais au travers d'une vraie vente ce que j'avais mesuré au travers du sondage. Et j'apprends deux choses qui sont très intéressantes sur mon produit. Une dont je me doutais, c'est qu'il n'était pas du tout fait pour les 25-35. Là, je sous-performe, mais grave. Okay, mais à la limite, c'est pas grave, je le savais. Et puis, j'apprends un autre truc qui, par contre, là, est vachement intéressant. C'est que les 45-54, ils sont particulièrement intéressés par mon produit.
Là, je surperforme sur cette catégorie-là. Donc, j'ai un produit qui est plutôt intéressant là-dessus. Donc, 2 infos que j'ai appris, en plus de confirmer ce que j'avais eu par sondage. Donc, tout à l'heure, j'ai montré qu'il y avait un marché. Et là, je viens montrer que mon produit, il répond à une catégorie du marché et de façon à peu près convenable. Après, j'ai appris un autre truc parce que j'ai fait des variations sur mes différents messages. Et il y a un message qui ressort, celui où je dis c'est simple d'utilisation. Et ben, je vois qu'en fait, en écrivant ce message en plus sur ma publicité, je fais 44% d'intérêt supplémentaire par rapport à une publicité sans message. Donc là, je sais qu'en fait, mon produit, pour le vendre, ben, j'ai un argument à mettre en avant qui est celui-ci. Et c'est sur cette raison-là, sans doute, que je surperforme sur certaines catégories de population. Voilà. Le dernier point, c'est tester le prix. Parce que maintenant, on a dit, on a un marché, on a un produit qui correspond au marché, mais maintenant, ce produit-là, à quel prix je peux le vendre? Et est-ce qu'il répond toujours à mon marché une fois que j'ai dit à quel prix je voulais le vendre? Donc là, je peux utiliser les 2 façons qu'on a vues précédemment. C'est-à-dire, je pourrais faire du sondage ou je peux faire du test sur Facebook. Moi, ce que j'aime pas trop dans le sondage, en soi, c'est que c'est pas engageant. Est-ce que vous achèteriez un produit à 150 balles? Bon, ouais, pourquoi pas? Est-ce que tu me donnes ta carte bleue? Oh non, non, là, j'ai piscine tout de suite, là, tu vois, ça va pas être possible, j'ai perdu le code et tout, ça. Voilà. Donc c'est pas top. Moi, je préfère faire ce qu'on a fait précédemment sur Facebook, c'est-à-dire le bouton acheter, parce que là, on est quand même hyper engageant et on peut aller plus loin. Donc, en fait, je pars détailler le mécanisme, hein, parce que c'est exactement le même. On fait des campagnes de pub avec des prix différents. Et quand on applique ça, on arrive à obtenir des trucs qui ressemblent à ça. Donc là, j'ai ma première campagne de publicité qui présente mon produit sans notion de prix dessus. Et donc, j'ai mon 100% en fait. Je veux dire, voilà, j'ai 100% enfin, j'ai un certain pourcentage de gens qui sont intéressés, mais du coup, c'est ma référence. Et ensuite, je vais faire varier mon prix, 149 €, 199, 249, 299 €. Et je vais voir ce que ça donne au niveau de l'intérêt qui est porté sur ce produit-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les mêmes campagnes, juste en utilisant les filtres sur les âges, je peux voir ce qui se passe sur l'ensemble de ma population, l'ensemble de ma population qui est là, donc supérieur à 25 ans, ou sur ma population cible, tous ceux qui ont plus de 45 ans. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'à 149 €, bon, j'ai perdu un peu de monde sur la population globale, mais sur ma population cible, j'ai perdu personne. Et ça, c'est super intéressant, parce que pour moi, ça signifie une chose, ça signifie que le mec, il est en magasin, il voit mon produit, il voit le prix, ça lui semble normal, il le prend. Il n'y a pas cet effet de « ouais, ça a l'air vachement bien, ah ouais, mais j'ai pas les moyens ». D'accord ? 149, c'est le prix auquel il faudrait que je le vende dans l'absolu. Bon, j'ai pas de chance, à ce prix-là, je vis pas, quoi. Donc du coup, à terme, c'est possible, mais aujourd'hui, dans le mode dans lequel je suis, c'est pas jouable. Donc la question, c'est à combien je vais pouvoir le vendre ensuite. 199, bon, j'ai perdu un petit peu de monde, mais c'est pareil, je vis pas très bien. 249, j'ai perdu la moitié des gens. Bon, il m'en reste la moitié, hein. Voilà, c'est pas mal. Donc ça, c'est pas mal, et ça correspond au prix auquel je voulais le vendre au départ. Mais là, j'ai un truc vachement plus intéressant, en fait. C'est qu'à 299, j'en perds que 4% de plus, donc en gros, je perds personne. Et je continue à le vendre. Donc en fait, cette étude-là, elle me fait dire un truc, c'est que mon produit vaut mieux que je le vende 299 balles, je vais faire 50 € de marge supplémentaire. Donc ça, c'est plutôt important pour moi pour démarrer. Et finalement, pour un coût en termes de nombre de consommateurs perdus qui est super léger. Voilà. Donc c'est le genre de choses que je vais pouvoir avoir. C'est aussi le genre de choses qui va être important quand je vais discuter avec mon distributeur ou quand je vais discuter avec un investisseur qui va me dire « Ouais, mais moi, ton truc, pour 299 balles, je l'achète, c'est trop cher. » Bah écoute, ouais, c'est très bien, tu es dans les 50% qui sont là. Bah, c'est que tu n'es pas mon client. Mais par contre, tu vois, je peux te prouver que j'ai encore 50% de clients qui sont prêts à l'acheter. Voilà. Et par contre, on va se gaver. Donc ça va être vachement mieux. Et je vais être plus rentable et donc ton argent va être mieux placé de mon côté. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à pouvoir avoir ce genre de discussion factuelle avec des chiffres quand on va discuter avec donc, nos fournisseurs, nos clients, nos investisseurs ou nos banquiers. D'autres exemples sur un autre service où là j'avais fait le même type de choses. Je teste différents prix toujours par catégorie d'âge et je me rends compte que la peine sur ce que je recherchais est vachement importante parce que finalement les gens, que ce soit 9,99 €, 19,99 € ou 29,99 €, ils s'en fichent. Ils sont intéressés grosso modo de la même manière.
Bon, à 49,99, là, il commence à se calmer un petit peu. Mais voilà. Donc, grosso modo, ce service-là, je sais, alors il faudrait que je teste 39,99, c'est déjà la première conclusion que je tire quand j'ai fait ça. Mais déjà, je sais que je peux le vendre 29,99 € sans aucun problème. Ça n'a pratiquement pas d'impact sur mon potentiel de consommateur. Voilà. Alors que moi, dans le fond, à 9,99, j'étais déjà rentable. Voilà. Donc c'est d'autres exemples de ce qu'on peut avoir. Voilà. Donc grosso modo, tous les slides que je vous ai présentés, pour les fabriquer, pour avoir toute la matière qui permet de les concevoir, bah, j'ai dépensé un budget d'à peu près 100 €. Voilà. Donc avec 100 €, j'ai produit tous ces slides-là, obtenu ces conclusions. Donc j'ai une idée de la taille du marché. Je suis capable de dire de façon factuelle, grosso modo, quel est son âge, son sexe et son environnement de vie. Je suis capable de dire que mon produit il répond à une partie de ce marché-là et à quelle partie et dans quelle proportion. J'ai identifié quelles étaient les fonctions clés, les arguments qui faisaient que mon produit, pour la même catégorie, allait se vendre mieux qu'un produit concurrent. Là, c'était dans ce que je vous ai montré, la simplicité. Et puis, j'ai identifié quel était le bon prix de vente, celui qui allait me permettre de maximiser ma marge sans perdre trop de consommateurs, au moins pour me lancer. Donc, le dernier point, c'est que l'idée de cette approche, c'est qu'elle est complètement scalable et elle est complètement agile. J'ai mis 100 balles sur la table et j'ai obtenu un premier niveau d'information. Ça me permet de revenir voir mon investisseur, ou distributeur ou autre, en répondant factuellement à ces questions. Des sondages que j'ai faits là, de nouvelles hypothèses ont été générées. Du premier rendez-vous que je vais avoir avec mon investisseur potentiel, des questions vont sortir. Bah, l'idée, c'est que derrière, je vais pouvoir remettre 100 balles de plus, s'il y a une traction derrière tout ça, pour aller un peu plus loin, pour affiner ma cible, pour répondre à une nouvelle question complémentaire pour ce genre de choses. Et petit à petit, je vais construire mon étude de marché complète, large, comme l'auraient fait des spécialistes du domaine. Mais l'intérêt de cette approche, c'est que si avec ces 100 premiers euros, je me rends compte que mon produit, il n'y a pas de marché, ou que mon produit ne répond pas au marché, ou que je ne peux pas le vendre au prix qui me ferait vivre, bah, ce n'est pas la peine d'aller investir plus. Et ça, on va le savoir rapidement en quelques jours. Et ça va me permettre de rapidement pivoter et ensuite de remettre 100 balles pour avoir un peu plus d'infos. Voilà, je vous remercie de votre attention et je peux répondre à quelques questions. Ouais. La question c'est par rapport au sondage qu'on trouve effectivement sur les sites de news en général. Est-ce qu'il y a un algorithme qui va éliminer ce que je fais systématiquement moi, je réponds toujours à oui à la première question? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dire Alors, il y a un élément qui permet de filtrer un peu ça, qui est que quand tu affiches les questions, tu lui dis de les afficher au hasard. Donc, ce qui fait que, en effet, les gens qui vont répondre toujours la première réponse, à 50%, ils vont répondre oui, à 50%, ils vont répondre non. Donc, du coup, bon, forcément, ça va créer un biais, mais en tout cas, ce biais va rester équilibré, puisqu'on aura autant de oui que de non. Là où ça peut poser un problème, c'est si on a plusieurs réponses, 4-5 réponses, c'est que là, forcément, bon, même si au final, on aura autant. Ouais. Ouais. Je ne sais pas te répondre à ça parce que je ne connais pas les secrets de l'algorithme de Google derrière. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que ça m'a inquiété quand j'ai fait les sondages. Donc du coup, j'ai fait des comparatifs sur des répartitions par âge et compagnie sur Insight, sur Google et autres. Et finalement, c'est aussi un peu ce que tu vois là. Et en fait, ça match. Donc finalement, oui, il y a potentiellement un biais, mais au final, alors soit c'est parce que l'utilisateur qui ne répond pas à la question sont à un pourcentage faible, soit c'est parce qu'il a un algorithme pour les découvrir, j'en sais rien. Mais au final, les résultats qui sont obtenus sont assez cohérents avec ceux qu'on obtient par ailleurs. Donc de ce point de vue-là, c'est rassurant. Oui, oui. Est-ce que dans la tarification, Paul, comme dernier sondage que tu as présenté, en 19,99, un 29,99, est-ce que c'est impactant dans la décision au lieu d'avoir un 20 ou un 30 € tout rond? J'ai pas fait le test. Mais ouais, normalement, il y a toujours un biais psychologique qui fait que quand c'est à 29,99, c'est moins cher que 30 et voilà, c'est le seuil psychologique, quoi. Donc normalement, oui, c'est impactant. Mais j'ai pas fait le test pour vérifier ce que ça donne.
questions? Bon, ben, merci. Bonne journée.